Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous en direct dans le 10h midi pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis, le retour, ça faisait longtemps. Waouh. Voilà, Oui. Vous êtes avocat, on vous retrouve sur votre... Vous êtes tout le temps en vacances. Oh, alors bien c'est sûr, normal. bien sûr. Je vous soupçonne d'être vous-même parti en vacances. Vous êtes avocat, on vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, un titre plus que jamais d'actualité. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Jérôme Dubu, bonjour. Bonjour Valérie. Membre du Polydé d'Horizon. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Et Mathias Leboeuf, bonjour. Vous êtes journaliste et philosophe. Contrôler l'immigration. François Bayrou réunit ses ministres sur fond de tensions avec Alger. Bayrou qui hausse le ton. On va revenir sur pas mal de sujets. Dominique de Villepin, personnalité politique préférée des Français. C'est dans notre baromètre, c'est dans le baromètre Paris Match réalisé par IFOP Fiducial. Assez étonnant puisque c'est Édouard Philippe qui tenait la tête depuis des mois et des mois, voire des années, je crois. Et là, on a un Dominique de Villepin qui passe en tête. On va commenter tous ces sujets et bien d'autres avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Une pensée peut-être pour commencer pour les enfants et pour la famille Bibas qui est en ce moment même en train d'être enterrée. Ce sont les obsèques qui ont lieu en ce moment. Ces deux enfants et leur mère qui ont été tués en captivité. Donc c'est en ce moment assassiné, absolument assassiné. Et je voulais avoir une pensée pour cette famille, pour cet homme à qui on a fait dire qu'il était heureux d'être libéré pour retrouver sa famille. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Geneviève. C'est juste c'est une monstruosité. Effectivement, cette pensée, on la partage avec vous. C'est une émotion. C'est toute l'horreur du Hamas, de la mise en scène aussi du Hamas, de l'accord. Tout ça est affreux. Et on peut être que dans l'émotion. Les mots nous manquent un peu pour décrire cette tragédie. Moi, je ne sais pas quoi dire devant cette horreur, d'autant qu'on a manipulé le corps pendant 48 heures quasiment. Bon, je ne sais pas à qui on a affaire en face de nous, mais à l'évidence, la paix avec le Hamas est impossible. Voilà. Ça rend toute possibilité de négociation avec le Hamas impossible. Et ceux qui nous disent encore aujourd'hui, parce que j'en ai encore entendu, qui pleuraient des larmes de crocodile lorsque les corps ont été rapatriés, mais qui, il y a 3 mois, considéraient que le Hamas n'était pas une organisation terroriste. Je ne donnerai pas de nom, vous voyez très bien à qui je veux faire allusion. Oui, bien sûr. Un mot, Mathias. L'horreur absolue, une image, c'est celle du petit Kfir qui, effectivement, on voit le visage de ce bébé qui reste dans les rétines et dans la tête. Et c'est l'horreur absolue, d'autant plus quand on apprend probablement au terme de l'autopsie comment ils sont morts, et je partage le point de vue de Jérôme. Comment peut-on dire que le Hamas est un mouvement de résistance? Je vais aller dans ton sens. Je crois pas que les résistants français aient jamais asphyxié des enfants, et voilà, c'est tellement absurde, et tellement ça dépasse le disciple. Voilà, donc effectivement, on pense au papa. Alors moi, je vais mettre un petit bémol. Enfin, non pas sur l'émotion, parce que tout ce qui touche les enfants m'émeut profondément. Et donc, les violences faites aux enfants, et en ce moment, malheureusement, hier, on a appris ces horreurs de ce réseau pédophile, avec des agressions sexuelles et des viols sur des bébés de 6 mois. Non, mais dans quel monde on vit? Alors, sur ce point précis, je partage bien évidemment votre émotion sur le plateau, c'est évident, et les photos vous remuent le cœur. Je vais faire référence à la déclaration de Daniel Lévy devant le Conseil
de sécurité de l'ONU. Daniel Levy, c'est le négociateur israélien qui a permis de mettre en place cet accord et qui disait avec une dignité extraordinaire, il a beaucoup parlé de cette affaire, et il a dit qu'il fallait que je ne sais plus quel était l'hommage qu'il souhaitait faire, et il a ajouté, mais il faut aussi faire un hommage pour les bébés palestiniens qui sont morts, il y en a 7000 qui sont morts pendant cette guerre. Donc, les chiffres, pardon de dire ça. Enfin, Régis, je trouve pas que ce soit le jour pour dire des choses comme ça. Non, attendez. Les 7000 bébés palestiniens. Il a dit ça hier. Oui, il a dit ça hier. Daniel Levy, le négociateur israélien, on va pas le soupçonner d'être anti-israélien. Je dis, c'est lui qui a dit, il faut avoir des pensées pour tous ces enfants. Oui, enfin, ça me fait penser quand on a des sujets sur les femmes battues, on nous répond oui, mais il y a aussi des hommes battus. Je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en ce moment, il y a les obsèques de ces enfants, dire on pense à eux, on pense à ce qu'ils ont vécu. Oui, il y a des atrocités. Je peux aussi vous parler des enfants afghans. En ce moment, je peux vous parler des enfants dans différents pays qui sont massacrés en ce moment au Congo. Enfin, je veux dire, on peut penser à tous les enfants du monde. On parle d'un hommage. Enfin, pardon, ma véhémence. Il faut penser à tous les enfants du monde. Mais attendez, moi je vous donne une référence. Pourquoi mettre un bémol? Enfin, pardon, ça me met dans une colère pas possible. Bémol, mais si. J'ai utilisé ce terme pour dire que j'allais pas être exactement sur le même registre. C'est tout aussi le registre de l'émotion pour les enfants et les bébés en particulier. Oui, absolument et totalement. Ce que fait Daniel Levy, ça date d'hier, et c'est un Israélien qui le fait avec une dignité exceptionnelle. Mais non, mais Daniel Levy, c'est pas du tout le négociateur israélien. Il défend les intérêts de son gouvernement. Mais non, Daniel Levy, c'est pas du tout le négociateur israélien. Enfin, c'est pas du tout lui le négociateur israélien. Daniel Levy, c'est un envoyé, c'est un Français, un franco-israélien qui est appointé par la France pour négocier le retour des otages français. C'est pas du tout un négociateur israélien. Rien à voir. Il a participé à ces négociations. Mais non, mais c'est pas du tout un négociateur du gouvernement israélien. Excusez-moi alors. Moi, je crois la presse, c'est ce que j'ai lu. Rien à voir. Non, on pense en tout cas à ce qui est en train de se passer en ce moment, et pas plus particulièrement à cette femme et ses deux enfants qui ont été effectivement assassinés. Geneviève, votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, on est aujourd'hui le 26 février, donc ça fait 19 mois révolus. On entre dans le 20e mois de séquestration du président Mohamed Bazoum et de son épouse au Niger. Donc, ils sont otages depuis 19 mois révolus. La menace, le risque au bout de tant de temps, c'est l'oubli, c'est une sorte d'accoutumance, c'est une lassitude de la communauté internationale. Et pourtant, c'est une prise d'otage d'un président de la République. Alors moi, je voudrais... mon coup de cœur, en fait, est pour tous ceux qui continuent de se battre, de se battre pour lui. Alors qu'au Niger, se sont tenues des assises qui ont été une véritable mascarade, qui proposent 5 ans de pouvoir pour la junte, renouvelable une fois, et la dissolution des partis politiques. Donc on semble rentrer véritablement dans une dictature militaire sur le long terme. Face à ça, il y a des gens qui continuent de résister. Je voudrais rendre hommage d'abord, et mon coup de cœur est pour tous ceux qui se battent. D'abord, les auteurs d'un très joli livre, 25 lettres au président Mohamed Bazoum. Je les ai personnellement sollicités avec l'avocat malien Maître Mamadou Ismaïla Konaté. Et c'est donc 26 personnalités, 25 lettres, 26 personnalités du continent, essentiellement du continent, qui s'adressent directement au président Bazoum pour lui dire leur solidarité et leur appui dans le drame, le calvaire qu'il endure. Donc ces lettres, évidemment, et ce coup de cœur pour tous les auteurs. Coup de cœur aussi à une ONG américaine. C'est un combat qui est mondial. Cette ONG, elle s'appelle Vanguard Africa. Elle est présidée par Jerry Smith, et il vient de monter un site de soutien au président Mohamed Bazoum avec une pétition mondiale qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Son site, c'est freebazoum.com. Donc on peut tous signer ce soutien au président. Et puis un coup de cœur aussi pour ses proches conseillers. Certains de ses proches conseillers, alors certains sont en prison aujourd'hui malheureusement, d'autres ont été contraints à l'exil, et ils vivent dans des conditions d'une extrême précarité un peu partout dans le monde, et notamment au Nigeria, pays voisin, pays limitrophe qui les a accueillis. Et ils continuent de se battre inlassablement pour la libération de leur président.
Je voudrais avoir une pensée particulière pour l'un d'entre eux qui s'appelle Hamid Ngadé, qui tous les jours donne des renseignements, des informations sur la réalité de ce qui se passe dans ce pays qui est en proie à un véritable chaos. Et ce monsieur a été déchu de ses droits civiques, déchu de sa nationalité, et il est aujourd'hui apatride. Terrible. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. C'est l'heure des infos. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite, nous nous retrouvons pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog c'est Vue du droit, vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Beaucoup de sujets autour des mesures de rétorsion contre l'Algérie. François Bayrou réunit ses ministres autour d'un débat sur l'immigration. Bruno Retailleau qui assume délivrer des visas aux imams algériens pendant le Ramadan. C'est ce que le journal Marianne nous a appris hier. Éric Ciotti ce matin qui a déclaré qu'il voulait supprimer l'Arcom. Dominique de Villepin, personnalité politique préférée des Français, c'est le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. Ça à découvrir demain dans Paris Match. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Continuons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme Dubu. Oui, c'est sur l'affaire Julien Bayou. Enfin, l'affaire, en tout cas, ce qu'on a considéré comme étant l'affaire Julien Bayou. Moi, j'ai aucune affinité avec Julien Bayou. On est aux antipodes politiques avec lui, puisqu'il est élevé très engagé. Il a toujours été très, très engagé. Il était secrétaire national de LV. Il a été député de Paris. Il a été élu en 2022. Il n'a pas pu se représenter pour l'affaire dont on va parler en 2024. Et donc, il avait laissé sa place. Et on vient d'apprendre que la plainte que sa compagne avait... Compagne ou ça... Je sais pas ce que... Si, c'est sa compagne, son ex-compagne. Voilà, son ex-compagne avait déposé contre lui en 2024 et qui vient d'être classée sans suite le 20 février, je crois, donc il y a une semaine. Et qui pose problème quand même sur le comportement des Verts en interne et puis sur la manière dont on met au banc un peu de la vie politique quelqu'un qui finalement est réputé être innocent. Bon. Et a été considéré comme étant innocent par la justice puisque la plainte a été classée sans suite. Alors il y avait une procédure en interne chez les Verts qui a été initiée par Madame Rousseau, l'ineffable Madame Rousseau, qui avait été extrêmement dur avec Julien Bayou au moment de ces faits. Et puis, Madame Tondenier qui vient de dire qu'elle ne dormait plus la nuit à cause de cette affaire. Enfin, tout ça est une hypocrisie incroyable parce que, en réalité, ils ont lancé une affaire en interne, une enquête en interne, avec un cabinet spécialisé contre les affaires de harcèlement, etc. Parce que ce qu'on lui reprochait, c'était un harcèlement moral. C'était pas un harcèlement sexuel, apparemment, c'était un harcèlement moral. Bon. Et le cabinet a conclu au fait qu'en interne, qu'il n'y avait rien de répréhensible, aucune preuve, et ça, c'était en 2024. La justice a confirmé, cette fois-ci, c'est la justice qui confirme, et la vie politique de M. Bayou, dont je ne suis pas un partisan, vous l'avez bien compris, a été broyée. Bon. Et aujourd'hui, on a ces deux dames qui viennent nous dire « Ah oui, c'est dommage, je ne dors plus la nuit. Madame Rousseau qui s'excuse à peine du mal qu'elle a fait. » Voilà. Donc tout ceci me paraît absolument incroyable, inconcevable. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas au moins des excuses. Et qu'on réintègre, s'il a envie de revenir, qu'on réintègre M. Bayou. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de revenir dans ce parti, je le comprends. Mais au moins qu'on s'excuse. Or, je n'ai entendu aucune excuse. Non, et Sandrine Rousseau, ce matin, a déclaré qu'elle n'avait pas de regrets. Qu'elle n'a pas de regrets sur le sujet. Et Mme Tondelier ne dit que ne prend cette affaire que par rapport à elle-même. Qu'elle n'a pas dormi.
aucun problème pour savoir si Monsieur Bayou a dormi ou pas pendant ces moments-là. Non, c'est elle qui n'a pas dormi. Enfin, tout ceci est d'un égocentrisme et d'une légèreté absolument incroyable. J'avoue que les bras m'en tombent. Ouais, réaction. Oui, je partage pareil d'indignation. En fait, on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité, et ça pose effectivement un grave problème de probité démocratique, tout simplement. Et effectivement, la moindre des choses, c'est que si Julien Bayou est innocenté, c'est qu'il puisse retrouver ses fonctions. Je ne sais pas s'il a été suspendu, je crois qu'il avait démissionné. Il ne s'est pas représenté, de ses fonctions de député, voilà. C'est mort. C'est quand même assez incroyable qu'un homme ou qu'une femme, d'ailleurs, ça peut marcher dans les deux sens, mais là, en l'occurrence, soit l'objet, justement, d'une présomption de culpabilité, alors qu'il n'y a pas eu d'éléments de justice qui ont été rendus, quoi. Je trouve ça, pareil, assez choquant, quoi. Non, sachant qu'en matière d'agression sexuelle, les preuves sont souvent très compliquées à produire, et que je rappelle qu'il y a 1% des plaintes pour viol qui aboutissent à des condamnations. Donc on ne peut pas imaginer que 99% des femmes qui portent plainte pour viol soient des menteuses et des mythomanes. Non, mais alors là, on est sur du harcèlement moral. Là, on n'est pas sur du viol. Le souci, c'est que il suffit d'accuser quelqu'un pour avoir. S'il suffit d'accuser quelqu'un pour avoir raison, et en l'occurrence aussi pour se débarrasser de quelqu'un en politique, alors ça pose des vrais problèmes. Dans un article du Canard enchaîné, il est fait mention de viol. Hein. Je précise. Ouais. Bon, c'est pas pour ça qu'il a été accusé. Régis, vous voulez réagir? Non, je voulais apporter une petite précision judiciaire de mon insistance sur ces questions. Le classement sans suite, c'est faute d'infraction. C'est pas infraction insuffisamment caractérisée, c'est faute d'infraction. Or, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle simplement de la déclaration de Sandrine Rousseau, qui avait eu, je crois, chez elle quelques jours la compagne, et qui disait on ne peut pas être dans cet état-là si on n'a pas subi, etc. C'était une rupture qui a probablement pas dû être facile. Malheureusement, la vie intime des couples se judiciarise à vitesse grand V. Ça ne veut pas dire, Valérie, je vous connais, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas effectivement des agressions, des violences dans le cadre de couples habituels. Donc, non, simplement, effectivement, c'est une condamnation à mort sociale. Je ne sais pas si vous avez vu que Harry Habitant, qui est un acteur que j'aime bien par ailleurs, il a eu exactement la même chose. Il a un classement sans suite, ou un non-lieu, je ne sais plus, hein, et il dit, écoutez, moi, tout m'a été fermé, toutes les portes se sont fermées, maintenant j'aimerais bien recommencer mon métier. C'est un très bon acteur, je trouve. Donc c'est effectivement une pratique, une utilisation du judiciaire qui est très problématique. Alors le problème, c'est que effectivement, Jérôme, la question, c'est la réaction chez les Verts et chez les accusatrices en particulier, qui aujourd'hui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'état d'âme en dehors de ramener j'en dors plus parce que elle dort très bien à mon avis, enfin j'en sais rien, mais bon, je voyais ce matin une remarque sur les réseaux d'Emmanuel Ducrot, je sais plus sur quel média c'était, et elle commentait les déclarations de Sandrine Rousseau et de Marine Tondelier disant attention, l'affaire n'est pas terminée, c'est-à-dire que classement sans suite pour absence d'infraction, elle peut, à ce moment-là, la plaignante, déposer une plainte avec constitution de partie civile. L'affaire peut ensuite être instruite par un juge. Donc, c'est vrai qu'au plan judiciaire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Comme dit Emmanuel Ducrot, en se servant d'une citation d'une publicité dont je pense autour de cette table tout le monde se rappelle, je l'aurai, un jour je l'aurai. C'est un petit peu l'impression que ça donnait. Et effectivement, au-delà de la mort sociale qu'on inflige à quelqu'un en utilisant une accusation qui est infondée, puisque la justice n'a pas pu l'établir,
Mais on constate que c'est aussi le moyen de règlement de compte. Bah, évidemment. C'était ça, en fait. Au départ, c'est un règlement de compte politique interne. Enfin, il faut quand même aussi voir les choses telles qu'elles sont. En utilisant une vraie question. Cette compagne, à la suite d'une rupture, la vie amoureuse étant ce qu'elle est. Elle a l'ex-compagne qui porte plainte. Je parle de la part de Sandrine Rousseau et de Marine Tondelier. Je ne parle pas de la compagne. Oui, mais la compagne, elle a porté plainte. La compagne porte plainte. Oui, donc après, c'est une affaire interne. L'affaire est quand même chronologiquement, c'est assez gratiné, cette affaire. D'abord, on nous dit il y a un contrôle interne. On va pas y passer des heures. Très rapidement, il y a un contrôle interne. Le contrôle interne dit il n'y a rien. Et à ce moment-là, seulement... Non, personne ne sait ce qu'il y a dans le contrôle interne, je suis désolée. Oui, mais enfin, le contrôle interne... Non, elle a redit ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a. On connaît la conclusion. Non. Si, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de fait. Pas dans le contrôle interne. Si. Je ne pense sinon, pas. ils seraient allés plus loin sur Bayou. Bon, écoutez, on va pas passer, on va attendre. Non, le contrôle interne l'a innocenté. L'histoire n'est pas terminée. Non, parce que ce matin même, Sandrine Rousseau, ou je ne sais plus laquelle, si on donne des... alors oui, mais on peut mettre tout le monde en doute. On reste dans les affaires judiciaires. Dans un instant, avec vous, Régis de Castelnau, vous voulez revenir sur l'affaire de Chavannes. Est-ce qu'elle révèle de rapports de nos élites avec la drogue ? Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va avancer dans nos sujets. Régis, l'affaire de Chavannes, qu'est-ce que vous vouliez nous en dire ? Alors, l'affaire de Chavannes, c'est pas spécialement de Chavannes, encore que, bon, il est pris en flagrant délit de conduite sous l'emprise de la cocaïne, et c'est toujours la presse, ce que j'ai vu dans la presse, et du cannabis. Il reconnaît. Il passe en jugement et là il vient dire mais non en fait j'ai passé une nuit avec une personne qui était droguée, donc comme on a eu des baisers langoureux, c'est comme ça que j'ai attrapé cette trace de cocaïne. Voyons. Non, mais si vous voulez, la désinvolture. Ça avait été l'argument, souvenez-vous, du tennisman Richard Gasquet. Oui. C'est un argument fréquent. Exact, oui, tout à fait. Bon, je trouve ça d'une désinvolture et quelque part d'une certaine arrogance quand même. Il est toujours, je crois, sur le service public. Il n'a pas été question qu'il se mette à l'écart et qu'on l'oublie. C'est ce secret de polichinelle. Les élites, il y a un vrai problème concernant l'usage des stupéfiants. On est en train de nous dire que Retailleau, on va devenir un narco-État. On arrête Amra, qui s'est évadé de prison parce que, en fait, quand il était en prison, il continuait à commanditer des meurtres, excusez du peu, et il continuait à animer son trafic de drogue. C'est un trafiquant. L'exemple vient de très haut. On a quand même un Parlement français. C'est ça qui me scandalise. Où vous avez ne serait-ce que 3 exemples. Alors j'ai vu Élise Lucet venir dire je vais faire le test. J'ai pas aimé cette séquence parce que c'était un petit peu du cirque. C'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. Mais on a 3 parlementaires, Pellerin, convaincu, il a reconnu d'utilisation de cocaïne et de cannabis et d'en avoir proposé à son fils de 11 ans, excusez du peu, jamais une poursuite, classement sans suite sans qu'ils soient entendus. On a ce parlementaire, sénateur dont je ne me rappelle plus le nom, qui a essayé de mettre une députée sous emprise, probablement pour consommer une relation sexuelle. Il est mis en examen, mais il est toujours au Parlement comme Pellerin. Et on a Andy Kerbat, le LFI, qui lui a reconnu et puis complètement a dit tout un tas de drogue, le chemsex, etc. Donc il a été pris en flagrant délit en train d'en acheter à un mineur de 14 ans. Tous ces 3 parlementaires sont toujours au Parlement. Pas un seul n'a démissionné. Moi, c'est ça. Ça me scandalise. Ça me scandalise parce que c'est un secret de polichinelle. Ce niveau de consommation, comment peut-on être crédible si au plus haut niveau de l'État et chez les législateurs, il ne s'est pas trouvé un président de groupe pour venir dire à ce sénateur, vous démissionnez dans la minute, et quant à M. Mélenchon, il reste muet concernant M. Kerbrat. Kerbrat n'a rien à faire
au Parlement nationale. Juste pour rappeler, De Chavannes a fait appel, donc il est présumé innocent pour le coup. Non, toujours, c'est la formule consacrée, mais néanmoins réel. Problème avec la drogue en France. C'est un fléau. Le problème avec mais on le sait, c'est un fléau dans les élites. C'est de plus en plus jeune, une consommation de plus en plus de gamins. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Régis. Si des personnes qui sont censées donner l'exemple, que ce soit des politiques ou que ce soit des journalistes, ou finalement se défaussent, l'assument, s'il y a aucune sanction des groupes parlementaires, c'est une question d'exemplarité aussi, et de mauvais exemples qui est donné aux gamins. Mathias. Alors moi, je partage pas vraiment votre point de vue, parce que les parlementaires et les journalistes, les animateurs sont pas censés donner l'exemple. C'est pas leur boulot de donner l'exemple. Et je me méfie beaucoup de l'espèce de. Alors, bien évidemment, la drogue est répréhensible et la prise de drogue est condamnable. Je veux pas faire l'apologie de la prise de drogue, mais encore une fois, je me méfie beaucoup de la surpolice des mœurs, quoi. C'est-à-dire que déjà, premièrement, concernant les députés, je vous rappelle que les députés sont les représentants du peuple, et au même titre que certains autres Français, il y a des députés qui se droguent, il y a des députés qui sont échangistes et qui vont peut-être en club échangiste, il y a des députés, jusqu'à preuve du contraire, l'échangisme n'est pas interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'échangisme n'est pas hors la loi. Bien évidemment, mais si vous voulez, est-ce que dans leur campagne électorale, ils ont dit voilà, je me drogue, votez pour moi. Non, mais bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des députés qui payent pas leurs amendes, il y a des députés, et à vouloir laver plus blanc que blanc, on risque encore une fois qu'il soit poursuivi, qu'il soit condamnable, et qu'on ait bien évidemment une poursuite en justice. Je trouve ça tout à fait normal. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut les exempter de toute poursuite, mais vouloir absolument obtenir une chambre qui soit propre et représentative, qui soit justement plus représentative, c'est-à-dire que introduire une espèce de police des mœurs. Des pédophiles. Non, mais pardonnez-moi, c'est de la délinquance. C'est de la délinquance. C'est de la délinquance. C'est de la délinquance, bien évidemment. Donc avoir des délinquants à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est un problème. Mais vous savez, la délinquance, il y a de la délinquance fiscale, il y a de la voilà. Donc encore une fois, quel est le rôle, imprimer un ordre moral. Non, mais c'est pas un problème d'ordre moral. Quel est l'objectif, quel est le métier du législateur? C'est de voter la loi. C'est faire des lois. On lui demande simplement de respecter les lois existantes avant de les voter. Je crois que c'est la moindre des choses. Bien. Donc, celui qui a reconnu, qui est mis en examen, il devrait démissionner, le sénateur. Okay. Donc, lui, il doit démissionner immédiatement. Il y a aucun souci. Et celui qui a reconnu avoir pris des drogues chimiques, je sais pas trop quoi là exactement, le député et les filles, lui aussi, il doit partir. Il a reconnu les faits. Il doit partir. Je rappelle quand même on ne peut pas enfreindre la loi et voter de nouvelles lois. C'est complètement incompatible. Ça veut dire que vous imprimez une double peine. Mais non, mais c'est pas un problème. C'est la double peine de Cahuzac. Cahuzac, il a reconnu. Bien sûr. Fraude fiscale, Cahuzac, il est venu. Non, je ne fais pas fraude fiscale. Il s'est fait gauler. Il a démissionné. Sa carrière a été terminée. Cahuzac, accessoirement, il était ministre des Finances, je crois, ou ministre du Budget. Donc ça posait un vrai problème pour d'exemplarité. On peut pas demander à les législateurs de ne pas respecter la loi. Enfin, soyons sérieux. C'est surtout, souvenez-vous. Juste une chose, qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais fraudé, qui n'a jamais. Mais non, mais ce que je veux dire. Moi, encore une fois, je ne suis pas pour qu'ils échappent à la loi, qu'ils soient. Non, mais la limite, elle est où? La pédophilie, le viol. Non, mais tu permets tout là avec ça. Non, je ne permets rien. Je ne permets rien. Je dis qu'il soit condamné, c'est une chose. Qu'il soit obligé de démissionner, c'est une. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui avait dit tout condamné ne devrait plus pouvoir siéger. Jean-Luc Mélenchon, il dit ce qu'il veut. Moi, je suis pas mélenchoniste. Non, mais il l'avait dit. Moi, quand je parle d'exemplarité, je veux dire qu'il peut y avoir envers des législateurs ou envers des personnalités comme De Chavannes un phénomène d'identification d'un certain nombre de gens. Et à partir de là, si on considère que la drogue est un fléau national, et moi je considère que la drogue est un fléau national, je connais des familles, j'ai des amis proches qui ont des enfants et dont la famille a été détruite par ce fléau, qui arrive, qui casse tout chez des gens, c'est un fléau national. Donc que des législateurs
auxquels des gamins peuvent s'identifier, que des personnalités comme de Chavannes auxquelles des gamins peuvent s'identifier ne soient pas dans cette exemplarité, je trouve ça complètement dramatique. Qui détermine ce qui est exemplaire ou pas? C'est la loi. La loi, elle est votée par les parlementaires. Si un texte donc ça veut dire que pour passer à la télé, pour passer à la radio, faut être absolument exemplaire. Mais non, mais c'est pas ça. Faut respecter la loi. Si un texte vient devant l'Assemblée ou le Sénat qui renforce la lutte contre la drogue, je me méfie énormément des consommateurs des chevaliers blancs qui veulent laver plus blanc que blanc. Est-ce que la condamnation n'est pas la limite? Vous avez enfreint la loi, vous n'êtes pas digne de représenter la République? Là, on parle pour les cas des députés. Donc c'est une double peine. Encore une fois. Non, mais de Chavannes, là en l'occurrence de Chavannes. On parle de ces députés et les sénateurs qui ont reconnu les faits. Que de Chavannes soit condamné, qu'il soit condamné. Après, on entend de Chavannes, comme il a pris des produits, il faut plus qu'il passe à la télé. Mais vous vous rendez compte alors le nombre de gens à ce moment qui picolent, qui exemplaire, ça veut dire quoi? La loi il est sur le service public de Chavannes. C'est ce qui fait la différence. Ouais. C'est le terme de responsabilité qui s'impose. Bon. Vous vous droguez, c'est avéré, vous êtes condamné, vous prenez votre responsabilité et vous démissionnez. Et vous retournez devant les électeurs si vous voulez rester député. Non mais c'est plutôt la chaîne qui devrait démissionner. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et Mathias, vous pourrez faire votre coup de gueule. Ça concerne l'Ukraine. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre et de commenter l'actualité. Vos coups de cœur et vos coups de gueule ont fait beaucoup réagir. Mathias, vous vouliez revenir sur l'accord sur les terres rares entre les États-Unis et l'Ukraine. Oui, je voulais revenir sur cet accord, donc, puisque l'Ukraine et les États-Unis auraient trouvé un accord sur les minerais rares. C'est en tout cas ce qu'a révélé le Financial Times. Si j'ai bien compris, selon cet accord, les États-Unis développeraient en fait conjointement avec l'Ukraine l'exploitation de richesses minières donc du pays, et les revenus de cette exploitation abonderaient un fonds conjoint avec une bonne part pour les États-Unis. Alors c'est le président Trump qui avait réclamé depuis un certain nombre de semaines un accord pour compenser en fait l'aide militaire et financière que Washington avait engagée depuis le début des conflits. Et Washington avait demandé une réduction de 50% de tous les revenus miniers comme soutien militaire, pour compenser le soutien militaire, et cette compensation devait aller à hauteur de 500 milliards de dollars. On voit déjà l'intérêt des États-Unis. Zelensky avait opposé un premier refus, il avait parlé de racket, ils avaient même parlé de chantage, et l'administration Trump, dans la foulée, avait commencé à négocier et à discuter, avec la Russie parallèlement. Il y a même l'agence Reuters qui précise que les Américains avaient menacé de couper le réseau Starlink pour faire pression dans cette négociation. Je rappelle tout ça pour dire que, bien évidemment, je suis pas naïf et je sais très bien que on ne fait pas de politique avec des bons sentiments, et en particulier la politique internationale. Mais, et c'est là où je voulais en venir, quand j'entends parler de ci, de là, de guerre, de civilisation, quand j'entends parler des valeurs de l'Occident qui nous défendraient, et quand je vois justement comment se comporte cet Occident qui est incarné ici par le leadership américain, je me dis qu'il ne faut pas s'étonner parfois qu'il y ait des mouvements anti-occidentaux, car quand on se comporte comme des salopards, il ne faut pas s'étonner qu'on soit pris pour des salopards. Oui, réaction. Bon, alors d'abord, on ne connaît pas les éléments très précis de cet accord. Ouais. On va voir si on sort vendredi, parce qu'il y a une partie des richesses minières de l'Ukraine qui se trouve dans le Donbass. Ouais. Or, le Donbass, vous le savez, il est occupé aujourd'hui par la Russie. Donc, ça va être assez croquignolet de voir comment M. Trump va récupérer les minerais qui sont dans le Donbass. Premier point. Deuxième point, les États-Unis se sont toujours comportés comme ça. Ouais. Quand vous regardez un peu l'histoire, c'est pas lié à Trump. Quand vous regardez l'histoire du plan Marshall,
Marshall. Alors exactement. Bon, le plan Marshall, on en a remboursé une partie. C'était pas l'Ukraine, c'était nous, c'était l'Allemagne. On en a remboursé une petite partie. Sauf qu'il y a une petite différence quand même. Vous avez raison de revenir sur le plan Marshall. Il faut relativiser tout ça. Le plan Marshall qui a été mis en place en 47. Le plan Marshall, il y avait quand même. Alors on peut dire que ça a été habillé sur un plan de reconstruction de l'Europe et un plan d'investissement payant. Bien évidemment, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire d'angélisme. Et je suis pas totalement naïf. Je sais bien que tout investissement mérite retour sur investissement. Mais néanmoins, là, on a quand même l'impression que les États-Unis se payent un peu sur la bête et que l'intérêt des États-Unis, c'est de dépecer, l'Ukraine d'un certain nombre de richesses avant même que certains territoires. Pour les États-Unis, rien n'est gratuit, c'est tout. Oui, contrairement à nous. Sauf que eux, ils ont une certaine notion de l'argent que nous n'avons pas. Et encore une fois, le propos tient par rapport à ce qu'on raconte sur l'Occident. Moi, ce qui me fascine, c'est que on passe notre temps à dire attention, l'Occident a des valeurs, l'Occident c'est le rempart de la civilisation. Et en fait, on s'aperçoit que le leadership américain se comporte comme le dernier des salopards et que l'Occident est pas mieux que les autres. Alors, Geneviève et après Régis. Est-ce que le leadership américain, comme vous dites, c'est encore l'Occident? En fait, quand les États-Unis votent avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord, au Conseil de sécurité des États-Unis, est-ce qu'ils sont représentatifs de l'Occident? Certainement pas. Les valeurs occidentales, elles sont aujourd'hui incarnées par l'Europe. Elles sont plus incarnées par les États-Unis, de moins en moins, et en tout cas plus du tout, semble-t-il, depuis l'élection de M. Trump. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que l'Occident est encore arrimé aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis défendent encore et font partie de ce qu'on appelle l'Occident? En termes de civilisation, il semblerait que oui. Mais effectivement, moi j'ai lu parfois des analyses qui disent justement que Trump va en fait désintégrer l'Occident et que le grand risque, c'est que l'effet de l'administration de Trump, ce soit de désintégrer l'Occident, tout simplement. Mais ceux qui sont encore une fois porteurs de ces valeurs occidentales, c'est nous, c'est les Européens. La valeur des droits humains, la Charte universelle des droits de l'homme, d'ailleurs, c'est en France qu'elle a été négociée avec des signataires français, René Cassin, par exemple. Voilà. Stéphane Hessel. Et Stéphane Hessel, absolument, on est d'accord. Donc nous, on reste porteurs de ces valeurs occidentales, de cet universalisme-là, mais face à nous, aujourd'hui, on a effectivement à la fois la Russie et les États-Unis qui se détachent de ces valeurs, qui se détachent du multilatéralisme, qui se détachent de tout ça. Donc non, les États-Unis aujourd'hui, c'est peut-être plus malheureusement l'Occident. Alors Régis, qui se détache de l'unipolarité, c'est ce qu'a dit Marco Rubio en disant l'unipolarité, c'est-à-dire les États-Unis gendarmes du monde, c'est terminé. On va faire de multipolaire, mais on sera quand même les premiers primus inter pares. Bon, je voudrais juste faire une petite observation. L'histoire s'est accélérée incontestablement. On vit une période assez étonnante. Et donc, depuis 3 ans maintenant, depuis le début de ce conflit, il se passe des choses tous les jours. Donc, je crois qu'il faut être assez prudent dans les appréciations qu'on porte aujourd'hui sur ce qui est fait, ce qui va être fait. Parce que je ne sais pas du tout où sera Zelensky dans 6 mois, dans 1 an. Que vaudront ces engagements? Parce que je rappelle ce que raconte la presse toujours. Moi, je prends mes précautions, je dis, mais et ça a été confirmé par des médias aux États-Unis, c'est que Zelensky a négocié les terres rares et tout un tas de choses de l'Ukraine avec Keir Starmer, avec les Anglais. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a le 16 janvier, à 4 jours de l'intronisation de Trump, après que Keir Starmer ait envoyé des militants du Parti travailliste faire la campagne de Kamala Harris, c'était une excellente idée, compte tenu du résultat, et donc il y a eu un accord de 100 ans, 3 milliards de livres par an, on va vous aider à faire tout un tas de choses, et la contrepartie c'est celle-là, c'est les ports, les outils industriels et les terres rares. Donc si ça a déjà été vendu 2 fois, je pense que tout ça n'ira pas très loin, ni d'un côté, ni de l'autre. Non, la situation à laquelle on est confronté, et qui est une vraie nouveauté, c'est que auparavant, quand il y avait un changement, une alternance aux États-Unis, il y avait une forme de continuité. Là, il n'y a pas une continuité, il y a une vraie rupture. Alors on regarde beaucoup ce qui se passe à l'international et on a raison. Emmanuel Todd disait le premier job de Trump sera de gérer la défaite de l'Occident en Ukraine. Donc
Le problème, c'est que Trump est surtout préoccupé de ce qui se passe en interne. Ils font un ménage, c'est assez étonnant. Tous les jours, il y a des affrontements d'ailleurs, c'est pas gagné. Hein. Donc c'est une vraie rupture. Parce que sur l'Ukraine, ce que je trouve, et là je suis très choqué aussi, c'est que, quant à l'Europe, c'est que il y avait un traité qui était signé à Istanbul, qui aurait mis fin au conflit, et l'Ukraine ne serait pas dans l'état où elle était aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Boris Johnson, à la demande de Biden, est venu dire à Zelensky, ne signez pas, on va vous aider, on va mettre l'économie russe à genoux, etc., etc. Donc ça, Trump ne l'assume pas du tout. Alors que c'est un acte américain. Cette situation, eh bien, il ne l'assume pas, et c'est ça que je trouve profondément immoral. Ça, c'est tout à fait clair. Quand business is business, je rappelle, on a parlé du plan Marshall et tout, je rappelle que Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait un système de crédit bail avec les Anglais, les Anglais ont dû rembourser, et ils ont fait des fournitures importantes à l'Union soviétique avec le même système de crédit bail qu'on a oublié. La dernière échéance de remboursement, les Soviétiques ont remboursé, rubis sur l'ongle, c'était en 86. Gorbatchev était déjà au pouvoir. C'est dire si, effectivement, l'arrière-fond de notre grande morale occidentale, il se passe avec de l'argent. C'était mon propos. C'était ce que vous disiez. Je vous propose qu'on avance aussi dans nos sujets. Peut-être un mot sur Dominique de Villepin, c'est le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match qui arrive en tête des personnalités politiques des Français. C'est un coup de tonnerre dans ce baromètre toujours relatif, où il y a des petites places qui bougent. Mais là, on a un Dominique de Villepin qui passe devant Édouard Philippe qui tenait la tête depuis des mois et des mois. Comment vous n'êtes pas surpris, vous, Jérôme Dubu? Non, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ce baromètre. Voilà, donc il faut relativiser tout ça. Dans le baromètre du Point, il est aussi numéro 2 tout d'un coup. Quand vous regardez effectivement d'où viennent ces soutiens, d'abord, ce sont des codes de popularité, ce ne sont pas des intentions de vote. Avez-vous une bonne image? C'est la question qui est posée. Hein. Je rappelais tout à l'heure que Simone Veil avait une très bonne image pendant des années, puis quand elle s'est présentée, elle a fait 10%. Mais parlons du sujet, parlons de la bonne image. Donc il faut relativiser tout ça. Mais quand vous regardez d'où vient cette bonne image, ça vient uniquement des électeurs de gauche. Oui, mais ça le fait passer en tête. Donc il va se retrouver en conflit avec M. Mélenchon, ça va être assez drôle aussi. Oui, j'entendais Vincent Hervouet ce matin, je le cite, dire c'est le seul éléphiste Dominique de Villepin qui habite avenue Foch. Et qui va à la fête de l'UMA. Oui. Moi, ça ne me surprend pas. J'ai été plutôt surpris, je fais un peu de provocation pour notre ami Jérôme, j'étais plutôt surpris par le fait qu'Édouard Philippe puisse avoir une cote de popularité aussi haute depuis tant de temps. Donc je t'explique quoi. 5 minutes tout à l'heure. Concernant de Villepin, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Parce que de Villepin incarne quelque chose qui est bravache et panache. Et en fait, il a réussi à maintenir ça, notamment avec des positions sur le conflit israélo-palestinien, avec des positions très tranchées, assez audacieuses, et on lui reconnaît ça. Et puis, il arrive à faire ce que les politiques ne font plus aujourd'hui, puisqu'ils sont dans une forme de repli. Il arrive à faire ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire qu'effectivement, il arrive à aller sur un terrain qui politiquement n'est pas le sien. Il a été notamment à la fête de l'humanité où il a été acclamé. Édouard Philippe aussi y est allé, je te signale. Et il n'a pas été acclamé. Voilà, il n'a pas été acclamé, mais c'est courageux. Ce qui me rassure. Pour le coup, c'est courageux de comment dire. Non, c'est bien qu'Édouard Philippe aille, parce que quand on est un homme politique, on ne doit pas parler qu'aux gens avec qui on est d'accord. On doit chercher à convaincre. Donc, de Villepin incarne toujours cette espèce de truc un peu gaulliste, un peu gaullien, un peu panache. Et puis, en termes il s'est opposé à Retailleau aussi, on en parlera assez fortement. Moi, je trouve que ces analyses sont pas idiotes, quoi. Il y a des choses qui sont intéressantes et ça me surprend pas finalement. Alors, je pense qu'on a tous. Moi, je pense qu'on a tous, enfin chacun d'entre nous a en mémoire son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies avant le déclenchement de la guerre d'Irak par les États-Unis. Donc, il reste dans notre imaginaire collectif Dominique de Villepin comme quelqu'un qui
qui défend une certaine forme d'ordre international à un moment où on est dans une déconstruction totale de l'ordre international. Il défend la loi du droit, il défend les principes contre la loi de la force qui semble aujourd'hui en vigueur partout. Donc il est ça aussi, Dominique de Villepin. Alors après, audacieux sur le conflit israélo-palestinien, moi je dirais pas ça. Il est l'incarnation totale de ce qu'on a traditionnellement appelé la politique arabe de la France. Donc voilà, donc ça n'a rien de particulièrement audacieux. C'est au contraire quelque chose de très très ancré. Pardon. Et dernière chose, personnalité préférée des Français, ça ne veut pas dire que ça se traduira forcément sur le plan électoral. On en a vu d'autres de ce point de vue, mais on a le sentiment quand même que ça lui donne envie. On sent une envie aujourd'hui. C'est ce qui se murmure. Et il a envie d'y aller. Quand je dis audacieux, je ne veux pas dire qu'il avait raison, hein, mais en tout cas, c'était un discours à rebours du discours dominant des médias mainstream, en tout cas. Oui, Régis. Bon, non, moi j'avais levé le doigt pour dire qu'il y avait un discours où il a effectivement, alors qu'elle a laissé une trace importante, tout le monde a oublié ce qu'il a raconté, etc. Mais c'est son espèce de décoration. Bon, moi je vais être prosaïque, je vais dire, Dominique de Villepin, il suscite une espèce de nostalgie, c'est-à-dire qu'il a de la prestance, il a beaucoup d'allure, il a énormément de talent. Quand on voit effectivement, vous regardez Jean-Noël Barrot et puis Dominique de Villepin, deux ministres des Affaires étrangères, ça fait peur, quoi, hein, au détriment de ce pauvre Barrot. Voilà, je pense que il y a un effet de séduction, mais je doute que ça aille bien loin. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, le sujet du jour, c'est également cette réunion autour de François Bayrou qui réunit donc ses ministres pour parler immigration. Comment contrôler l'immigration ? C'est évidemment sur fond de tension avec Alger, avec du tiraillement quand même au sein du gouvernement entre Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot, qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est incompréhensible. Notre position vis-à-vis de l'Algérie est totalement illisible en réalité. Alors il y a une seule chose, hein, moi je redis, je sais que mon ami Arnaud Benedetti en a parlé hier, mais quand même un mot sur Boualem Sansal. Hein. Bon, ça commence à bien faire quand même. Il y a un moment où il va falloir que le gouvernement français trouve la bonne ligne et que l'exécutif le sorte de là quand même. C'est un de nos compatriotes. Il incarne la liberté, il incarne énormément de choses. Donc on entend dire depuis, alors il y a tous ceux qui disent il y a qu'à Faucon, sans que ce soit péjoratif, mais il y a moyen de faire pression sur l'Algérie, et ceux qui vous disent non, c'est pas possible, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est sans doute très compliqué, mais là on ne sait pas où on va en réalité. À la fois, on n'est pas ferme, on ne fait pas pression. Manifestement, il y a quand même des moyens, il y a la dénonciation de certains accords, on peut geler des avoirs, on peut jouer sur les visas. Enfin, manifestement, il y a quand même des leviers possibles. Je ne dis pas il y a qu'à Faucon, mais il existe des leviers. Ou alors on est dans la renonciation permanente à tout. Donc, il existe des leviers qu'on n'utilise pas. Et en même temps, on fait de la provocation en allant dans les provinces du Sud et en les appelant les provinces du Sud, du Maroc. Donc, à chaque fois, on remet une pièce dans la machine tout en ne prenant pas les bonnes décisions pour faire libérer notre compatriote. Donc on est sur deux pieds qui sont totalement incompatibles. Soit on est ferme, mais on n'est pas ferme en donnant des gages supplémentaires au Maroc. On est ferme en utilisant les leviers que l'on a pour imposer un nouveau rapport de force avec l'Algérie, qui ne connaît manifestement que la loi de la force. Non, mais moi je crois que dans cette affaire, on confond un peu tout. Il y a des problèmes de communication. On utilise l'accord de 68 comme une espèce de chiffon rouge. En réalité, moi je prends le problème des OQTF, qui est le problème numéro 1 aujourd'hui. Il y a deux problèmes en immigration, c'est qu'on n'arrive pas à virer les illégaux ou les clandestins. Et deuxièmement, on a un droit d'asile qui n'est plus un droit d'asile puisqu'on accueille tout le monde. Je rappelle qu'au droit d'asile, il y a 15 ans, il y avait 40 000 demandes. On en est aujourd'hui à 150 000 demandes. Donc le droit d'asile est devenu systématiquement une manière d'accueillir une immigration que nous ne voulons plus. Bon, donc l'affaire de l'accord avec l'Algérie n'a strictement rien à voir là-dedans. Le problème, c'est comment mieux exécuter les OQTF. Ça, moi, je n'entends aucune réponse.
Je n'entends aujourd'hui aucune réponse crédible. On en est toujours à 10%. Le président de la République avait dit on va exécuter la moitié des OQTF, on en est à 10%. Darmanin nous avait dit on va exécuter 30% des OQTF, on en est toujours à 10%. Et c'est pas un problème algérien, c'est un problème avec le Maghreb globalement. Les OQTF qui sont renvoyés au Maroc, en Algérie et en Tunisie, le nombre de gens qui sont repris, c'est strictement le même. C'est pas un problème algérien. Et deuxièmement, il faut réformer ce droit d'asile qui est devenu une passoire totale. Et là, on n'est pas sur un problème franco-algérien. Donc on confond tout. On confond nos rapports avec l'Algérie, nos rapports diplomatiques qui sont effectivement mauvais, Geneviève a raison, et on confond notre politique d'immigration. Non, mais il y a un problème, les deux sont liés. Je veux dire, pas seulement avec l'Algérie. Puisque l'Algérie on a le problème des OQTF, on l'a avec le Maroc, on l'a avec la Tunisie. C'est 40% de notre immigration au Maghreb. Alors, Mathias Leboeuf. Ça nous ramène au sujet Villepin, parce que Villepin s'est payé Retailleau en disant que, en fait, il y avait beaucoup d'amateurisme dans les rodomontades de Retailleau, et je suis assez d'accord avec lui. Il suffit pas de dire vous allez voir ce que vous allez voir, se taper sur le poitrail en disant moi quand je serai au pouvoir tout va s'arranger, pour finalement s'apercevoir que effectivement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faire des déclarations en gonflant le torse au journal de TF1, aux 20h de TF1, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une vraie question de diplomatie et d'accord, quasiment d'accord cadre qu'il faut repasser avec l'Algérie. Tant qu'on sera dans le rapport de force avec l'Algérie, moi je vous mets mon billet qu'on ne gagnera jamais. Mais on a fait ami avec l'Algérie, ça n'a rien réglé du tout non plus. Encore une fois, il y a des contentieux qu'il faut arriver à régler, et ça ne se réglera pas en faisant... Vous savez à qui me fait penser Retailleau ? Moi, il me fait penser à OSS 117. C'est-à-dire qu'il a... Oh, ces Algériens, vous allez voir comment je vais les mettre au pas. Et puis, finalement, il s'aperçoit que manque de bol, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que les OQTF... il a un peu le mérite de dire les choses. Il a le mérite de le dire les choses, sauf la que, politique, encore c'est une fois... aussi le verbe. Hein, oui. C'est le verbe, mais quand il n'y a pas d'action... Toi d'action... qui es admirateur de Villepin, tu devrais le reconnaître. Quand il n'y a pas d'action derrière, quand il n'y a pas d'action derrière, et que justement, il n'y a pas de diplomatie derrière, et que, encore une fois, il n'y a que le verbe, et c'est un peu le problème du macronisme, c'est qu'il n'y a que du verbe. Il y a des déclarations d'intention, il y a de la posture, mais il n'y a rien derrière. Et en particulier avec un pays comme l'Algérie. Moi, j'ai été formé au journalisme à Jeune Afrique, et donc de l'Algérie, du Maroc et du Maghreb, j'en ai bouffé pendant des années. L'Algérie, c'est un pays extrêmement particulier, pas seulement à cause de l'histoire coloniale, c'est l'identité même du pouvoir algérien qui ne peut pas fonctionner dans un rapport de force. Ouais. Donc tant qu'on sera dans ces postures-là, les OQTF, on les prendra dans la figure systématiquement, parce qu'encore une fois, ils en ont rien à faire. Alors ce matin, l'ancien ambassadeur, Monsieur Driancourt, qui était à Alger, dit il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Par exemple, bloquer Air Algérie, puisque cette compagnie refuse de prendre certains Algériens à Roissy. On peut aussi fermer un ou deux consulats algériens. On peut aussi faire des contrôles fiscaux ciblés. Il y a certaines pressions qui peuvent être faites. Refuser les visas, les laissez-passer diplomatiques. Et ça a été fait. Refuser les visas pendant un an, ça n'a strictement rien changé. Non, les laissez-passer diplomatiques, c'est-à-dire empêcher, bien qu'il paraît que les dignitaires ne viennent plus se faire soigner en France, mais aillent plutôt à Dubaï. Régis, vous, votre point de vue sur ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement des sujets qui sont liés. Il y a la question de l'immigration avec cette réunion, mais il y a la relation avec Alger qui pose problème. Alors, avec l'Algérie, carrément l'Algérie, je pense y compris à la communauté d'origine algérienne qui est chez nous, c'est vrai que moi je suis entièrement d'accord. On a notre position vis-à-vis de l'Algérie, de la position de l'État français vis-à-vis de l'Algérie est illisible. Illisible. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Alors, on parle de complexité, de nécessité de passer par les voies diplomatiques. Je pense à Boualem Sansal. Alors, j'ai entendu dire oui, mais ça se traite au plan diplomatique, discrètement. C'est une humiliation pour la France. Le sort qui est fait à Boualem Sansal, une humiliation. Ça, on le ressent comme une honte. Moi, je connaissais pas le sujet Boualem Sansal avant que arrive cette arrestation. Mais attendez, on se fait humilier parce qu'en fait il est en prison comme otage parce que il a des positions qui sont favorables à la France. Je veux dire, et on n'arrive pas à trouver. Mais les OQTF, c'est un peu la même chose. On n'arrive pas à trouver le bon positionnement. Alors moi, je vais trouver
non pas une cause, mais je veux dire une racine de cette difficulté de rapport qu'on n'a absolument pas avec le Maroc, ni la Tunisie, qui ont pourtant, en ce qui concerne la Tunisie, pas nécessairement un régime qui nous convient. Donc, sur les OQTF, c'est la même chose, ils ne les reprennent pas non plus. La plaie de la colonisation et de la guerre d'Algérie est toujours ouverte. Elle est suppurante, on n'arrive pas à la régler. Moi, ça me surprend, parce que moi, j'ai connu... 60 ans, 60 ans. C'est une instrumentalisation par un régime un peu compliqué. Ni le Maroc ni la Tunisie ne reprennent leurs OQTF. Bon, j'appartenais à une famille qui était très Algérie française. Je suis né moi-même au Maghreb. Et donc, je vois aujourd'hui que rien n'est réglé, quoi. Il y a encore des passions très fortes. Quand Jean-Michel Apathy fait sa déclaration sur le fond, sur ce qu'a fait l'armée française, etc., oui, mais c'est pas le moment de venir brailler. Alors, il est spécialiste de ce genre de choses. C'est pas le moment de venir parler de ça. Je rappelle qu'il a comparé, il a dit qu'il y avait qu'il y avait eu des centaines d'oradours sur Glan en Algérie au moment de la conquête de l'Algérie. On peut aussi remonter aux conquêtes de l'époque romaine, s'il veut. Enfin, non, mais il y a eu Sétif, il y a eu la guerre d'Algérie elle-même qui a été terrible. Donc, mais faudrait allez, ça suffit maintenant. Il faut qu'on ait, mais je dis pas que c'est facile, hein, mais il faut que l'État français ait une relation normale avec l'État algérien, en tenant compte du fait qu'on a une communauté algérienne importante. Oui. C'est bon, il n'y a qu'à faut que, hein, je n'ai pas de solution. Moi, je ne crois pas que le problème de la colonisation soit... Il y a une instrumentalisation de ce problème par le pouvoir. Mais vous savez, le problème de la colonisation, c'est pas vraiment le problème des Algériens pour une bonne et simple raison. C'est que aujourd'hui, il y a plus de 80% de la population algérienne qui a moins de 25 ou 30 ans. Et franchement, vous allez en Algérie, la colonisation, vous parlez aux jeunes de la colonisation, ils s'en balancent comme de l'an 40. C'est-à-dire que... parler de la guerre d'Algérie. Oui, mais la colonisation et de la guerre d'Algérie, mais la jeunesse algérienne, la guerre d'Algérie, ça lui parle pas tant que ça. Alors il y a une instrumentalisation par le pouvoir. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une instrumentalisation. Oui, il y a une instrumentalisation par le pouvoir algérien. Par le pouvoir, mais la rue, les jeunes Algériens aujourd'hui, vous allez leur parler de la guerre d'Algérie. Franchement, déjà, je suis pas sûr qu'ils soient extrêmement instruits sur ce volet-là et que ça leur importe énormément. Encore une fois, sur l'Algérie, c'est un pays particulier qui a un orgueil national très fort et je crois qu'on a traité beaucoup l'Algérie par le mépris. Alors, aussi nous ont traité par le mépris. Bien sûr, mais je parle de la France. Allez. Je crois que la France n'est pas maligne dans son approche. Bon, on verra ce qui va ressortir de cette... Elle est un peu lâche. En tout cas, ça ne règle pas le problème des OQTF. Un peu lâche et un peu bourrine dans son approche. Les chiffres, les Algériens arrivent quand même en tête des nationalités concernées par les OQTF. D'accord, mais derrière, juste derrière le Maroc. Non, les Albanais. Donc, et après, très loin, à moitié, les Marocains. Donc, l'Algérie est quand même le pays qui pose le plus de problèmes. Moi, je parle de ceux qui reprennent. C'est à peu près équivalent en pourcentage entre le Maroc et l'Algérie. On regardera ça. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.